va parler d'un monsieur à qui on a attribué ce qui est peut-être, hein, arrêtez-moi si je me trompe les amis, mais ce qui est peut-être le théorème le plus connu pour les gens qui ne sont pas hyper forts en maths ou qui ne sont pas spécialistes, mais c'est le théorème dont on entend le plus souvent le nom, même si en fait, c'est drôle, je crois que c'est pas lui qui l'a trouvé, en fait il l'a démontré, mais en fait on connaissait cette propriété mathématique apparemment depuis plus longtemps, les Chinois l'auraient trouvé avant. Je veux parler de qui, Nicolas, toi qui sais tout en maths? Moi, je pensais à Euclide, mais c'était juste pour frimer. Ah. Ça doit être Pythagore, non? Oui, oui, c'est vraiment, il veut frimer à chaque fois. Il s'agit bien sûr de Pythagore, hein, n'est-ce pas les garçons? Et oui, on va parler en effet de ce fameux théorème, c'est celui dont tout le monde parle quand on dit est-ce que tu te souviens ce que tu faisais à l'école? Ah oui, je me souviens vaguement de Pythagore, on a un autre nom aussi, souvent Thalès qui ressort. Et en fait, ce théorème, il est plus ou moins connu. Donc ce qu'on vous propose, c'est justement de découvrir qui était son créateur, donc à savoir Pythagore. Alors Pythagore, tu l'as dit Alex, il est né donc au 6e siècle avant Jésus-Christ, donc en moins 580 exactement. Pour vous le situer à peu près, on a repris notamment Archimède, donc il est né 200 ans plus tard, on en a parlé la semaine dernière avec le fameux Eureka et Adrien, et puis peut-être un peu plus proche de nous, pour que vous vous rendiez compte que ça fait quand même un petit moment que Pythagore harcèle tous les élèves. Vous avez par exemple dans les années 1900 l'inauguration de la Tour Eiffel, puis un autre fait aussi important, mais vraiment très très marquant de ces 10 dernières années, c'est bien sûr la création du goût du savoir par notre célèbre Alexandre. Évidemment, bien sûr. Mon Dieu. A marqué dans tous les livres d'histoire. José et Isabelle en parleront certainement dans une centaine d'années aussi. Donc, Pythagore, il est connu pour être philosophe, pour être scientifique, mais surtout mathématicien. Et ce que je vous propose de découvrir avec Nicolas, c'est le théorème de Pythagore, mais à l'aide d'un puzzle. Et d'ailleurs, ce puzzle, vous pourrez aussi le tester par vous-même chez vous, on le partagera sur nos réseaux, et vous pourrez le découper et faire les manipulations que Nicolas va vous présenter. Alors oui, en fait, on va se placer dans une figure de géométrie assez particulière, le triangle. Et pas n'importe quel triangle. En fait, Pythagore, il s'est intéressé à un triangle en particulier, c'est le triangle rectangle. Alors, c'est quoi un triangle rectangle? Bah, c'est un triangle qui possède un angle droit. Et en maths, l'angle droit, on le code souvent par un petit carré à l'endroit où il y a l'angle droit. Et à l'aide de ce triangle, eh ben, en fait, il s'est intéressé au carré formé par les côtés de ce triangle. Donc, le premier carré, bah, le carré qui est issu du plus grand côté du triangle, ici qu'on a fait en bleu. Alors le plus grand côté du triangle, attention, il a un nom particulier dans un triangle rectangle, il s'appelle l'hypoténuse. Et l'hypoténuse sans H après le T, parce que je crois que ce n'est pas la même racine qu'hypothèse, mais là ce sera Nicolas qui sera capable peut-être de me confirmer. Mais en gros, l'hypoténuse du triangle rectangle, c'est très important, on n'en parle que dans le triangle rectangle et pas dans les autres triangles, c'est le plus grand côté du triangle. Donc il a tracé ce grand carré, et puis il s'est intéressé au carré des deux autres côtés. Donc, on a choisi des couleurs, on a mis en vert le petit, en violet le moyen, et donc voilà, il avait ces trois carrés. Alors, tout à l'heure, Cyril nous a dit on va faire un puzzle à l'aide de ça. Donc, pour faire un puzzle, il faut des pièces de puzzle. Là, pour le moment, j'ai pas de pièces de puzzle, hein, j'ai trois carrés. Donc, il a choisi de faire un découpage de ces carrés. Donc, il a découpé comme ça ces carrés, le vert en deux morceaux, le violet en trois morceaux, pour arriver à quelque chose qui ressemble à ça. Donc Magnifique. on est exactement dans la même situation. On a nos euh, trois carrés et ici nos deux pièces de puzzle ici, nos trois pièces de puzzle ici. Ce qui est très important de remarquer, c'est qu'en fait les deux pièces de puzzle vertes, eh ben, elles ont exactement la même surface, la même aire que le carré vert. Et pour les violets, les trois pièces rassemblées ont exactement la même aire que le carré de départ. Donc à l'aide de ces cinq pièces de puzzle, eh ben Cyril, il va avoir pour objectif de recouvrir exactement le carré bleu, le grand carré en question. Donc je lui passe les pièces et vous allez voir, transition magique, il va pouvoir faire le puzzle. Attention Cyril, hop, je te les passe. Merci Nicolas. C'est beau. Donc, je les pose ici. Et t'as Quel vu les talent. effets spéciaux? C'est quand même, on progresse en termes de réal, hein. Ouais, Là, moi j'aimerais que Cyril montre les morceaux blancs là. les morceaux, je vais vous les montrer les morceaux, ne t'inquiète pas. Donc justement, j'ai repris les pièces que Nicolas a découpées, donc là voilà, hein, vous voyez, Nicolas vient de me les envoyer, donc j'ai eu le temps déjà de les positionner. Et donc comme le précise Nicolas, ils ont la même aire, parce qu'on a tendance à parler de mémère et de pépère, hein, mais c'est la même aire Ah, c'est drôle ça, dis que donc. les pièces, oui, merci, on l'a travaillé.
Donc l'idée, c'est qu'à partir de ces pièces violettes et vertes, pardon, on va essayer de recouvrir le carré ici qui est collé à l'hypoténuse. Donc si Nicolas me les a envoyés, c'est parce que c'est un puzzle, hein, c'est le principe du tangram, et qu'il n'a pas la patience. Donc je vais essayer de le faire avec vous. Alors je le fais vraiment en direct là pour le coup. Il faut essayer donc de coller les pièces. Par exemple, si celle-ci je la mets là. L'objectif étant qu'avec ces deux carrés de couleurs, j'essaye de reconstruire le carré bleu. Et je pense que si je mets ça comme ça, lui devrait pouvoir rentrer par ici. Et on voit, hop, que ça rentre parfaitement. Voilà, j'arrive à recouvrir, à partir de mon carré violet qui était ici et mon carré vert, j'arrive à recouvrir parfaitement mon carré bleu. Eh bien, c'est comme ça qu'ils ont réussi à trouver la solution du truc de Pythagore. C'est ça qu'ils ont fait en fait. C'est le théorème de Pythagore. C'est exactement le théorème de Pythagore. C'est aussi simple que ça. Pythagore, il a montré que dans un triangle rectangle, l'aire du carré qui est collé à l'hypoténuse, eh bien, c'est la somme des carrés des deux autres côtés. Alors, quand on sera au collège, on le dira de façon un petit peu plus formelle et on dira cette fameuse phrase qui est que dans un triangle rectangle, la longueur de l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés de l'angle droit. Donc croyez-moi, sentez ça tout à l'heure à midi, ça fera son petit effet à table. Hein. Vous la reprenez par cœur, vous allez voir. On ça la va, connaît ça par va. cœur. Non, attends, parce que moi, il me semblait me rappeler. Hein. Il semble que je me... Attends, dans un triangle rectangle... Oui, c'est ça, mais c'est la longueur de l'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux autres côtés au carré. Exactement, ce qui revient à dire que l'aire du carré qui est collé ici, eh bien, c'est exactement la somme des deux autres carrés, à savoir le vert et le violet. Alors, ce qu'on vient de faire ensemble ici avec les pièces du puzzle, c'est une première façon d'aborder le théorème de Pythagore, mais aussi de le démontrer. Alors là, c'est pas parfaitement rigoureux puisqu'on a des petits découpages qui sont pas parfaitement droits, mais sachez qu'à ce jour, il existe environ 370 démonstrations différentes qui prouvent ce théorème de Pythagore. Parce que en mathématiques, c'est pas parce que vous affirmez quelque chose, et c'est vrai aussi dans la vie de tous les jours, hein, que c'est forcément vrai. Il faut le démontrer. Mais on va vous avouer un petit secret, et tu l'as évoqué en effet, Alex, tout à l'heure au début. Il y avait d'autres personnes avant Pythagore qui utilisaient déjà cette fameuse propriété géométrique. Alors, est-ce que vous avez une petite idée? Tu as évoqué les Asiatiques. Il y en a d'autres. Je vais vous donner un petit indice. Je ne sais pas si ça peut, Oh là là si ça peut vous aider. Attends, non, mais attends, franchement, on fait mieux que... On est au top de la réalisation, c'est hallucinant. Ça te va très bien. Tu ressembles à quelqu'un, mais j'arrive pas à trouver qui. Mais ça te donne un air, c'est pas mal. Une star un peu. Merci. Si je mets les bras comme ça, non, voilà, c'est mieux. Oui, ça fait tout en carton un peu. Mais... Et donc, oui, vous avez reconnu, en fait, les Égyptiens, en fait, ont utilisé le théorème de Pythagore avant même qu'il soit formalisé par Pythagore lui-même. Donc, les Égyptiens, c'était il y a plus de 3000 ans, et donc, Pythagore, c'était 2 millénaires et demi après. Donc, comment est-ce qu'ils faisaient les Égyptiens? Ils avaient besoin, pour construire leurs pyramides, pour faire leurs plans, d'avoir des angles droits parfaits. Et pour avoir ces angles droits parfaits, ils avaient besoin, du coup, d'avoir des triangles rectangles. Donc, ils utilisaient la fameuse corde à 13 nœuds. Alors, c'était quoi la corde à 13 nœuds? Donc c'était une corde comme ça, donc on a essayé de schématiser. Je remercie au passage ma fille qui a fait les petites animations. La corde à 13 nœuds, donc c'était une corde sur laquelle on espaçait de façon régulière 13 nœuds. Donc ici elle est symbolisée et on en représentait 4 en particulier. Le premier, le dernier, donc ici en vert, en rose, et puis le 4e et le 8e nœud. Alors pourquoi ces nœuds-là en particulier? S'ils voulaient faire un angle droit, par exemple, au niveau du drapeau rouge ici, il suffisait de placer le nœud bleu sur le drapeau rouge et de tendre le petit bout de corde qui restait là, au niveau du vert. Ensuite, il refermait la corde en mettant le nœud rose au point du départ. Et là, donc, il y avait un bout droit là entre le nœud rose et le drapeau, puis il y avait un bout un peu plus flasque là. Et il suffisait de prendre le nœud rouge là, notre 8e nœud, de le tirer à fond, et là on obtenait exactement un triangle rectangle. Alors, pourquoi ce triangle rectangle? Et ça marche avec quelle que soit la taille de la corde. Vous prenez une corde, vous mettez 13 nœuds également répartis, et vous arrivez, quand vous faites cette procédure-là, vous aurez systématiquement un triangle rectangle. Alors pourquoi je vois que Nicolas est déjà prêt à le faire. Il a envie de le faire dès ce soir. Il va s'amuser tout son dimanche, il va faire ça tout le dimanche. Là. Il va vérifier que c'est murs. C'est pas évident. Nous, on a essayé de faire 13 nœuds identiques sur une corde à exactement la même distance. C'est un peu chaud. Donc du coup, pourquoi ce triangle rectangle? Au début, on a insisté sur le fait qu'il fallait que les nœuds soient à distance égale. Donc ici, c'est comme si on avait un triangle qui faisait 3, 4, 5, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Et donc si je m'intéresse à l'aire du premier carré
qui ferait 3 cm, comme tout à l'heure on a fait, bah, il ferait 9 cm². Le deuxième, il ferait 16 cm². Le dernier, bah, c'est un carré de 5 cm. Et on remarque que si on fait 9 cm² plus 16 cm², pardon, on arrive à 25 cm². Donc l'égalité de Pythagore qui est 5 donc ça fois 5. marche. Ça fonctionne. Donc l'égalité de Pythagore, elle est bien vérifiée. Donc les Égyptiens utilisaient déjà, grâce à cette corde à 13 nœuds, l'égalité de Pythagore. Mais de nos jours, on continue, on construit plus de pyramides, mais on continue d'utiliser le théorème de Pythagore. Bah, les architectes, hein, évidemment, si on veut que les maisons, les immeubles, il y a Cyril qui a un petit pictogramme qui illustre la situation. Si on veut que les immeubles soient droits, que les immeubles ne tombent pas, il faut forcément utiliser des angles droits. Et pour les plans d'architecte, il y a besoin du théorème de Pythagore. Il y en a aussi besoin dans une situation de la vie quotidienne qui est toute bête, mais quand on va acheter des meubles en kit, et qu'on construit notre meuble, très souvent, sur la notice d'utilisation, il y a un petit pictogramme, là, comme celui-là, qui dit attention, si jamais tu fabriques ton meuble au sol et que tu veux le remonter, fais gaffe à la hauteur du plafond, si tu veux pas exploser ton plafond, que la diagonale du meuble, en gros, elle va pas exploser le plafond. On a tous eu le problème de la grande armoire qu'on a montée au sol et qu'on n'arrivait pas après à monter, qu'il a fallu redémonter et monter droit. Et ben en fait, c'est le théorème de Pythagore qui nous permet de savoir, avant même de commencer à monter le meuble, si il va pouvoir basculer ou pas. Donc voilà, donc Pythagore, comme Thalès, comme Euclide, comme en a parlé Nicolas, ils ont fait bien d'autres choses en mathématiques. Donc là, nous, on a parlé d'un théorème particulier qui a été démontré à l'époque de Pythagore, utilisé avant. Mais on profitera de ces autres mathématiciens pour, avec Cyril, dans de prochains cours, illustrer leur découverte aussi. Eh ben, merci beaucoup les amis. Alors là, on a tout compris sur Pythagore, hein. C'est la démonstration ultime. Je pense que ça va devenir culte sur YouTube parce qu'après on met les extraits évidemment. Votre extrait la semaine dernière sur la symétrie et le plus regardé de l'émission, hein. Vous savez, c'est un carton. Oui, tu peux être fier tout en carton. C'est le cas de le dire. C'est grâce à toi que, sûrement grâce à vous deux, que ça marche très bien. Aurélie, toi qui aimes les maths, tu as tout compris bien sûr. Moi, je détestais, je comprenais rien, mais entre la semaine dernière et aujourd'hui, franchement, j'ai tout compris.